Géographe de l'alimentation, Pierre Raffard explore les liens entre les territoires et leurs saveurs. Depuis quelques mois, il anime un magazine culinaire du lundi au jeudi sur la chaîne de télévision Arte, intitulé Voyage en cuisine. Véritable odyssée culinaire, son émission décortique ce que nous mangeons pour nous raconter les histoires de migration et métissage qui s'y cachent. Son regard de chercheur est doublé de celui de fin gourmet, curieux du monde. Avec lui, je reviens sur toutes ces saveurs et odeurs qui ont teinté sa carrière mais aussi son enfance, celles des vieux livres qui ont forgé son imaginaire, ou encore ses nombreux voyages qui l'ont conduit notamment en Turquie où il a vécu plusieurs années. Pierre Raffard a un don, celui de lire le monde à travers ses odeurs. Ensemble, nous voyagerons de Fès à Séoul en passant par Urumqi. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez Confessions olfactives, la 2e saison de À fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Bonjour Pierre. Bonjour Charlotte. Alors tu m'accueilles aujourd'hui dans un endroit très secret, parce que moi je suis passée devant des milliards de fois. Et est-ce que tu peux nous dire où on est ? Oui, bien sûr, on est dans l'hôtel de la Société de Géographie, qui est situé au 184 boulevard Saint-Germain, dans le 6e, donc vraiment dans le cœur de Paris. Et on est à l'hôtel de la Société de Géographie, qui est la plus ancienne société de géographie du monde, qui a été créée en 1821 et qui, pendant des décennies, j'irais même jusqu'à dire des siècles, est une vraie référence dans le monde de la géographie. On est ici parce que tu es géographe et ta spécialité, c'est l'alimentation. Oui, tout à fait. Depuis longtemps ? Depuis plus de 20 ans maintenant. Ça nous rajeunit pas. Hein. Alors, je me suis dit, l'alimentation, le goût, l'odorat, on n'est pas très loin. On va parler un peu de géographie olfactive. Mais avant ça, je voulais savoir, tu es né dans quelle odeur, Pierre ? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, je suis né à Paris. Si je devais résumer un petit peu l'odeur dans laquelle je suis né, c'est un savant mélange entre l'odeur des vieux livres et l'odeur de la cuisine. Alors, entre la bibliothèque et la cuisine, en fait. Il y a un petit peu de ça, ouais. Dans Paris. Dans Paris, oui, tout à fait. Est-ce que tu as, dans ton parcours, eu des chocs olfactifs ? Ah oui, j'en ai eu pas mal, parce que, bon, comme tu t'en doutes, en étant géographe, on est amené à voyager en France, voyager à Paris, parce que je suis parisien, mais voyager aussi à l'étranger. Et donc, découvrir un nouvel endroit, découvrir une nouvelle culture, ça passe, alors moi, professionnellement, ça passe par le goût, mais ça passe aussi énormément par l'odeur. Et alors, les chocs, j'en ai eu beaucoup, hein. Ça peut être aussi bien, quand j'ai vécu plusieurs années en Turquie, ça peut être l'odeur de ces poêles à charbon. Enfin, c'est vendu comme un poêle à charbon, mais en réalité, c'est plutôt un poêle dans lequel on met un petit peu tout ce qu'on a. Donc, ça peut être du charbon, de la lignite, du plastique, etc., qui vraiment enrobe les villes turques à partir de l'automne. Donc, ça a été un vrai choc olfactif, pas forcément très agréable, oui, mais choc olfactif quand même. C'est le chauffage, c'est leur chauffage. Le chauffage, voilà, mais alors on n'est pas du tout sur du chauffage au bois comme on peut connaître en France dans certaines zones rurales. Non, pas du tout, même urbaines d'ailleurs. Non, là on est vraiment sur une odeur très âcre, une odeur qu'on peut presque toucher, j'ai envie de te dire, qui t'enrobe et qui en même temps te colle à la peau, te colle aux vêtements et qui donne. Bon, au début c'est vraiment un vrai choc olfactif. Après on s'habitue au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très étrange. Puis après, dans mon parcours, bien entendu, des chocs olfactifs en rapport avec la cuisine, l'alimentation, etc. Ça, j'en ai eu énormément, qu'il s'agisse, de techniques de cuisson, d'ingrédients que je connaissais pas, de fruits, de légumes, de techniques aussi. Je pense beaucoup à la fermentation. La fermentation peut être à la fois très passionnante, surprenante dans le sens positif du terme. C'est un kimchi, par exemple. Ouvrir une jarre qui renferme du kimchi et humer l'odeur, c'est vraiment exceptionnel. D'autres fermentations, je pense notamment à des fermentations en Asie autour du poisson, par exemple, au Vietnam, au Cambodge. Plus compliqué quand même. Le kimchi, ça sent quoi quand tu ouvres une jarre de kimchi fermenté ? Écoute, ça sent... C'est coréen, c'est ça ? C'est coréen, tout à fait. C'est du chou fermenté avec beaucoup de piment, notamment. Ça sent une espèce de savant mélange entre l'odeur du chou, qui reste quand même, une certaine acidité qui pique les narines, avec une longueur au fur et à mesure, et même, alors moi, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, des notes d'agrumes, mais peut-être que c'est purement subjectif. Dans tes voyages en tant que géographe, quels ont été des autres chocs olfactifs un peu anecdotiques ou emblématiques ? Agréable ou non, d'ailleurs. Oui, agréable ou non, tout à fait. Alors,
Comme ça, je dirais que j'en ai eu 2. Le premier, c'était au Maroc, et notamment à Fès, dans la ville de Fès, où là, vraiment, on connaît les villes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, hein, vraiment avec des épices, avec une activité artisanale très, très marquée. Et puis, dans le cas de Fès, vraiment une odeur de tannerie. Alors, je m'étais renseigné un petit peu. C'est une technique traditionnelle qui consiste à utiliser le guano des oiseaux qui facilite la technique de la tannerie. Alors, je pense que l'odeur vient aussi de là. Donc ça, premier choc ou première découverte olfactive. Deuxième découverte olfactive, c'est quand j'ai eu la chance de me rendre au Xinjiang, donc qui est la région la plus occidentale de la Chine. Où il y a les Ouïghours. Où il y a les Ouïghours, tout à fait. Donc j'y étais allé en 2008, où la situation était entre guillemets un tout petit peu plus pacifiée qu'elle ne l'est maintenant. Et là où vraiment, c'est une région gigantesque, hein, c'est plus grand que la France, mais où on a une sorte de superposition d'environnement, de milieux, de communautés et donc d'odeurs. L'odeur du désert du Taklamakan n'est pas la même que l'odeur des montagnes de la chaîne des Tian Shan, n'est pas la même que l'odeur on appellerait ça des souks ou des bazars de certaines villes comme Urumqi ou Kashgar, qui n'est pas la même que certaines oasis où on va cultiver telle ou telle plante. Donc vraiment, 2 découvertes olfactives, le Maroc et le Xinjiang. Et le Xinjiang, pour toi, c'est associé à quelle odeur, justement ? Toutes ces odeurs de territoire, plutôt ? Oui, ces odeurs de territoire. Alors là, je vais peut-être reprendre mes narines géographiques, c'est-à-dire une sorte de mélange entre la civilisation chinoise et une civilisation qu'on appelle turcique. Donc, c'est-à-dire tous ces peuples qui ont la même origine turque, puisque, je le rappelle, les Ouïghours sont des peuples turciques, c'est-à-dire qui parlent une langue d'origine turque, proche du turc. Et donc, finalement, ces odeurs se mélangeaient. L'odeur chinoise, l'odeur de la ville chinoise, avec, là encore, des techniques de cuisson, par exemple. Comme si tu retrouvais la confrontation de 2 cultures au même endroit. Tout à fait. Et moi, je pense même qu'on pourrait... alors là, je lance comme ça une sorte de bouteille à la mer, travailler et réfléchir sur le concept de paysage olfactif qui, pour un géographe, parlerait beaucoup. Je rappelle que le concept de paysage en géographie, il s'est bâti non pas sur la réalité de ce qu'on voit, mais sur la manière dont les gens percevaient, donc utilisaient la vue pour retranscrire ce qu'ils voyaient. Mais on pourrait tout à fait décliner cette notion de paysage sous des termes olfactifs. Avant de passer justement un peu plus précisément sur tout ce qui est paysage et géographie olfactive, est-ce que tu as un parfum qui te fait particulièrement saliver, puisque tu es géographe de l'alimentation? Est-ce qu'il y a des parfums ou des odeurs en cuisine que tu apprécies tout particulièrement et d'autres que tu apprécierais pas du tout? Alors 2 vraiment qui me semblent bien correspondre en plus à mon parcours. En réfléchissant, en discutant avec toi, Charlotte, il y a quelque chose qui me marque, c'est que quand je te donne mon CV, mon curriculum vitae olfactif, en fait, je me rends compte que tous mes choix, toutes mes réponses reflètent vraiment mon parcours de vie, ce que j'aime, là où j'ai vécu, mes attentes, mes valeurs, même mes rêves, mes utopies. Donc la première, ce qui me fait saliver vraiment au sens propre du terme, je dirais l'odeur de viande grillée. L'odeur de viande grillée, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de cultures. Vraiment, c'est le fait que quand on met un morceau de viande sur une braise, avec les sucs qui se déplacent vers l'extérieur et qui dégagent donc cette odeur très caractéristique, quelle que soit la viande utilisée d'ailleurs. Je dirais que ça, c'est vraiment la première qui me vient à l'esprit. La seconde, là encore, liée à un parcours de vie, j'aurais envie de te parler de toutes les odeurs très très fortes, à la fois enrobantes, mais aussi assez acides. En été, autour de la Méditerranée, je pense notamment à la Grèce, des herbes sauvages, le thym, le romarin, des choses comme ça, qui vraiment, au soleil estival, dégagent un parfum absolument incroyable, et un parfum qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de cuisines méditerranéennes. Tu as des origines méditerranéennes ou pas du tout? Non, pas du tout. Mais là encore, mon parcours de vie a fait que j'ai été... je suis parisien, comme je te le disais tout à l'heure. Ensuite, j'ai été amené à travailler 1 an à Marseille. Puis ensuite, j'ai vécu plus de 7 ans en Turquie. Je retourne très souvent, soit en Turquie, soit en Grèce. Donc c'est vrai que j'ai un tropisme méditerranéen. L'odeur dans les aliments, c'est hyper important parce que c'est ce qui nous fait déjà un peu saliver. Et on sait qu'il y a des odeurs particulièrement difficiles. Notamment, je me suis toujours interrogée sur le durian, tu sais, ce fruit qui a une odeur absolument incroyable. Oui, voilà. Alors je lis dans tes pensées, pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que l'odeur du durian, c'est un savant mélange entre des chaussettes sales, du vomi, voilà. Et on se dit, mais comment est-ce que ils peuvent manger ça? Alors, à contrario,
les étrangers peuvent se demander comment on fait pour manger un camembert très fait. Est-ce que dans tes recherches, tu as vu aussi d'autres aliments un peu étonnants, à l'odeur assez repoussante? Oui, alors là encore, je peux parler de mon expérience. En Turquie, par exemple, alors, ma famille vient de l'ouest de la France, donc on est vraiment une famille au beurre. Pour moi, le beurre de Pampli, le beurre déchiré, c'est un petit peu une raison de vivre. Et donc, j'ai aucun problème à manger du beurre fondu, à cuisiner au beurre, etc. Par contre, en Turquie, l'odeur du beurre fondu me fait des hauts le cœur, mais c'est vraiment une réaction physique, c'est-à-dire que je sens l'œsophage se contracter et je suis à deux doigts de rendre, vraiment. Alors, j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que c'est le taux de caséine? Est-ce que c'est le taux de lactose dans le beurre? Je n'en sais rien. Est-ce que ça vient du beurre qui est fabriqué différemment? Ça doit être soit la composition du lait, soit la manière de le transformer, soit les deux. Peut-être certains produits qui sont ajoutés pendant la transformation. Je n'en sais rien. Si un des auditeurs ou une des auditrices peut me renseigner sur le sujet, je lui en serai gré ad vitam aeternam. Quelque chose de très intéressant dans ce que tu poses comme question, Charlotte, c'est finalement la question du dégoût et de l'odeur comme créatrice de dégoût. Et on se rend compte que là aussi, c'est quelque chose de très culturel. Tu parlais du durian, tu parlais du fromage. On pourrait même faire une cartographie du dégoût olfactif, où là, on irait vraiment très loin, mais même tout ce qui est les techniques de fermentation, qui sont parfois très agréables. Si certains et certaines de nos auditeurs ont fait, par exemple, des pickles chez eux, il y a une odeur assez agréable. Par contre, des produits de la mer fermentés, du crabe fermenté, même du nuoc mam, par exemple, donc qui est un condiment très 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 célèbre au Vietnam. Pour Voyage en cuisine, on a récemment tourné un épisode sur le Vietnam, et donc où ma collègue journaliste n'avait rien trouvé de mieux que de me faire boire cul sec un petit verre de nuoc mam, ce qui était absolument répugnant au dernier degré. J'ai failli vraiment vomir sur le plateau. Mais au Vietnam, par contre, c'est perçu comme quelque chose de tout à fait normal. C'est comme de la moutarde ou comme du ketchup ou de la mayonnaise. Et après, quand on est géographe et quand on s'intéresse à ces choses-là, la question c'est de se dire, bon, certes, il y a un fond, il y a une base liée au métabolisme, ce que notre corps accepte ou non certaines odeurs, ou certaines saveurs d'ailleurs, mais il y a aussi des choses culturelles. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce que telle odeur est perçue comme vraiment le comble du raffinement, alors que cette même odeur va être perçue comme finalement une sorte de déclinaison de l'odeur de canalisation aux toilettes dans d'autres civilisations. Et c'est pour ça que c'est absolument fascinant de faire de la géographie. Parce que la géographie, quoi qu'on dise, c'est... par-delà les sujets, par-delà la complexité des études, c'est de se poser la question, pourquoi ici et pas ailleurs? Tous les travaux en géographie pourraient être résumés par cette question. Pourquoi ici et pas ailleurs? Et l'étude des odeurs et des aliments pourrait résoudre une partie de ces questions. Tout à fait, mais tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'il y a, dans notre discussion, on s'en rend bien compte, il y a des synergies évidentes entre la question de la géographie de l'alimentation et la géographie de l'olfaction. Et je pense qu'on pourrait aussi même aller encore plus loin. N'y a-t-il pas aussi des synergies avec une géographie du toucher, par exemple, ou une géographie des sons? Des sons. De la musique. Je sais que beaucoup de géographes travaillent sur la géographie de la musique, mais des sons, par exemple. Et ce serait peut-être intéressant de s'inspirer d'eux, notamment sur des outils méthodologiques. Comment est-ce qu'on quantifie un son? Comment est-ce qu'on définit un paysage sonore? Peut-être que ces recherches-là pourraient nous aider à mieux définir ce qu'est un paysage olfactif. Est-ce qu'il y a des odeurs que tu détestes par-dessus tout? Je dirais, je reviens à la question du dégoût, toutes les odeurs autour de la putréfaction, qui sont des odeurs très très fortes, et liées, là encore on revient à ce qu'on disait précédemment, je pense que aussi il y a des épisodes de sa vie. C'est-à-dire que si tu me dis une odeur qui vraiment m'a fait un choc, ça va être l'odeur de la morgue par exemple. Récemment j'ai perdu une personne qui m'était chère. On est allé à la morgue pour voir son corps, et c'est vrai que cette odeur de... Alors je ne sais même pas si l'odeur en tant que telle, ou si c'est toi qui... a été un choc, ou si l'environnement, le moment dans lequel j'ai reçu cette odeur a fait que cette odeur est devenue un choc. Est devenue désagréable. Alors que le même odeur, une sorte de mélange de formol, de bois, de détergent, dans un autre contexte, peut-être aurait simplement été une odeur assez peu agréable, mais qui passait tout à fait. Alors que là, avec une dimension très émotionnelle autour de ça, cette odeur est devenue insupportable. Est-ce que tu as une odeur particulière dans ta maison? Oui, alors j'en ai, je dirais deux. La première, c'est un petit peu un héritage familial, encore les vieux livres. J'ai un vrai fétichisme de l'ouvrage et donc, de l'objet livre. Et donc c'est vrai qu'il y a des piles de livres un peu partout à la maison et donc qui génèrent une odeur très particulière qui est à la fois celle du vieux livre,
trouver chez un brocanteur, chez un antiquaire, mais aussi celle du livre neuf. Ça, c'est vraiment quelque chose, un vrai plaisir, une vraie Madeleine de Proust, d'ouvrir un ouvrage, qu'il s'agisse d'une revue, qu'il s'agisse d'un ouvrage, d'un livre ou d'un roman, et donc d'humer à l'intérieur l'odeur des pages. Je pense que ça aussi, c'est lié à mon histoire personnelle. C'est-à-dire que ma mère était une grande lectrice, on avait une immense bibliothèque à la maison, mes grands-parents tenaient une librairie presse, donc en fait, j'ai grandi là-dedans. Dans l'odeur des livres. Et je pense qu'il y a toujours cette idée comme ça qui est un petit peu sous-jacente d'un clin d'œil. Ce serait ta Madeleine de Proust ? Ce serait ma Madeleine olfactive de Proust, ouais. Alors, on va parler maintenant de la géographie des odeurs. Pour préparer notre entretien, j'ai cherché un petit peu et j'ai découvert qu'il y avait un certain André Siegfried qui, en 1947, jette un peu à ses confrères géographes l'idée de pouvoir parler de la géographie des odeurs. Je crois que tu en as entendu parler de ce géographe, qui n'était pas seulement géographe d'ailleurs. Si, tout à fait. Et même quelques années avant, il y avait un autre géographe, Maximilien Sor, qui écrit dans un de ses livres qu'il faudrait commencer peut-être à s'intéresser à cette géographie olfactive. Alors là, simplement, là encore, il jette une bouteille à la mer. Il n'a pas vraiment travaillé, voire pas du tout, sur la question de la géographie des odeurs, mais quand même, il l'évoquait dans son livre. Et donc Max Sor, comme tu dis, 47, parle de la géographie des odeurs, même constat, j'ai envie de dire. Et même résultat, c'est-à-dire que peu de choses ont été faites depuis. Et c'est assez fascinant de voir combien les géographes ont vraiment conquis beaucoup de thématiques, beaucoup de territoires, beaucoup de champs de recherche. Et cette question des odeurs est toujours restée très périphérique. Alors, il y a plus d'une vingtaine d'années, il y a eu une revue, je crois, de géographie et culture qui s'appelait la géographie des odeurs, de manière très simple, mais qui n'a pas fait de petit. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très intéressant, mais malheureusement, ça n'a pas été vraiment suivi des faits. Alors, ce André Siegfried, il considère que il y a une géographie des odeurs, qu'il faudrait l'étudier. Donc, en gros, il propose à ses confrères de peut-être s'y atteler. Et il dit qu'un territoire, en fait, a une odeur déterminée et que cette odeur, elle est même collective pour certaines régions. Moi, ça m'a amené à m'intéresser au fait que, oui, en fait, tout à l'heure, tu décrivais très bien le désert, qui a une odeur vraiment typique et caractéristique, l'odeur des montagnes, l'odeur des forêts, l'odeur de la mer, mais l'odeur des villes aussi. Quand on arrive dans un souk ou quand on sort de l'avion dans des zones tropicales, on a un choc olfactif qui est très bien décrit souvent dans les livres de voyage. Et les géographes sont des voyageurs. C'est étonnant que cet aspect-là n'est pas intéressé plus que ça jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup, à mon avis, il y a beaucoup de pistes de réflexion. Je vais pas dire de raisons claires, nettes et précises, mais beaucoup de pistes de réflexion sur ce manque véritablement trop visible, on va dire. Je pense que la première, en tout cas je parle de la géographie francophone, c'est que pendant très longtemps on a considéré que tout ce qui avait attrait au corps n'était pas quelque chose de très sérieux, était anecdotique, voire dans le pire des cas, trivial, si ce n'est dire vulgaire. C'est-à-dire qu'on préférait s'intéresser à des dynamiques, à des processus qui étaient perçus comme plus sérieux, plus universitaires, plus tangibles peut-être, pas tant plus tangible qu'à mon avis plus sérieux. On revient à une sorte d'école philosophique où le monde des idées est plus respectable que le monde des sensations. Donc je pense que ça c'est la première chose qui a vraiment irrigué ce champ de recherche. Bon, pour donner une anecdote, moi pendant des années, voire même presque plus de 15 ans, quand je disais que je travaillais sur la géographie de l'alimentation, j'avais pour seule réponse finalement un sourire assez entendu en me disant « Ah bon, et pourtant vous êtes assez mince ». C'était la seule, voilà, c'était pour dire à quel point mes sujets de recherche étaient pris au sérieux par mes chers collègues. Voilà. Je pense que la deuxième chose qui n'est jamais véritablement dite, mais qui est centrale, c'est qu'on n'a pas véritablement d'outils méthodologiques pour le faire. Ce que tu dis là, je suis tout à fait d'accord. Quand on fréquente, même pas besoin d'aller à l'étranger, même simplement une ville ou un quartier. Notre quartier, chaque rue a une odeur particulière, agréable ou pas, mais a une odeur particulière qui fait ce que certains géographes ont théorisé sous le terme d'espace vécu. C'est-à-dire, un espace n'est pas quelque chose de neutre. Un espace peut être perçu comme quelque chose de neutre, mais à partir du moment où des hommes et des femmes agissent dedans, le parcours, y habitent, eh bien finalement ils le transforment, ils le vivent, ils créent ce que les géographes maintenant appellent un territoire, donc un espace vécu, et justement ces odeurs participent à rendre signifiant l'espace. Il suffit de se promener en ville, de passer devant une décharge.
dans certains pays, des décharges à ciel ouvert, on va tout faire pour essayer d'éviter cette odeur de dégoût. Donc finalement, on a une sorte, et dans notre manière d'appréhender, de se mouvoir dans l'espace, on va faire nos propres stratégies pour éviter l'odeur incommodante. À l'inverse, pas plus tard qu'hier, je me promenais rue de la Roquette, donc vers Bastille à Paris, et je passais devant l'un des chocolatiers les plus célèbres. Je citerai pas le nom, tout le monde le reconnaîtra. Bon, mais cette odeur de chocolat, maintenant, quand on me dit rue de la Roquette, je visualise automatiquement cette odeur de chocolat. Et donc finalement, on a l'odeur participe à définir des territoires. Mais là encore, ce concept d'espace vécu qui a donné lieu à des dizaines, voire des centaines de milliers de pages de la part des géographes, finalement, ne s'est jamais intéressé à cette question olfactive. Je reprenais la référence Armand Frémont, La région espace vécu, c'est le titre de son ouvrage, publié au début des années 80. J'ai beaucoup cherché, rien sur l'odeur. Donc vraiment, ce manque est très parlant. Et pourtant, tu évoquais la région du Xinjiang, donc moi j'ai envie d'évoquer la route des parfums, la route des épices, qui a traversé de la Turquie, de Venise jusqu'à l'Asie. Dans l'émission que tu réalises depuis début janvier, sur Arte, qui s'appelle Voyage en cuisine, j'avais été étonnée du fait qu'il y a un épisode sur le kimchi en Corée, donc très très épicé. Ouais. Et pourtant, en Japon, ils mangent pas du tout épicé. Et on n'est pas très loin. On est quand même juste en face, quasiment. C'est vrai. Mais là, Charlotte, finalement, tu pointes du doigt l'une des seules exceptions à la règle de la relativité de la frontière culinaire. Je m'explique parce que là, j'ai fait beaucoup de mots un peu compliqués dans la même phrase. C'est-à-dire qu'on se rend compte que très souvent, les frontières administratives ne sont pas des frontières culturelles et peuvent l'être, mais surtout ne sont très, très rarement des frontières culinaires. C'est-à-dire qu'on a des pratiques relativement similaires de part et d'autre d'une même frontière. Sauf entre le Japon et la Corée. Bon, alors, le fait que le Japon soit un archipel explique peut-être aussi le fait que la frontière est marquée. Encore que je sais que certains géographes diraient que la mer n'est pas une frontière. Bon, ça, on va pas rentrer dans des débats trop alambiqués. Mais tout ça pour dire que oui, les odeurs marquent des territoires. Tu l'as dit, quand tu sors d'un avion, tu sais où tu es. Si tu as un nez un petit peu attentif. Alors peut-être pas forcément la ville en tant que telle, mais en tout cas la région du monde dans laquelle tu te trouves. Donc oui, les odeurs le marquent. Et vraiment, moi, j'appelle, si je puis lancer un appel aux géographes, aux jeunes géographes notamment, travailler sur ces questions-là. Parce que vraiment, c'est un énorme manque dans la discipline géographique. Ouais. Est-ce que c'est comme l'alimentation, justement, on peut trouver des acculturations en termes juste les épices, les parfums qui voyagent et qui vont emmener avec eux certaines cultures. Moi, je pense justement à ces routes de l'encens, ces routes des parfums. Bien sûr, mais comme l'alimentation, il n'y a rien qui m'énerve plus quand on dit la cuisine française, c'est comme ça, ou la cuisine japonaise, c'est comme ça. Mais c'est comme ça par rapport à quoi ? C'est comme ça par rapport à quand ? L'histoire de l'alimentation, c'est l'histoire de brassage, d'échanges, de rencontres, de métissage, de reformulation, d'adaptation, de dégoût aussi, de rencontre de l'autre qui se solde par un dégoût. Les parfums, n'étant pas un spécialiste du parfum, j'imagine que c'est la même chose. C'est-à-dire que l'histoire des parfums, l'histoire des odeurs est celle de rencontre, est celle d'adoption, est celle de reformulation. Donc finalement, et d'enrichissement permanent. Alors ce qui change, je sais ce qu'on va me rétorquer, ce qui change, c'est désormais l'accélération de ces dynamiques. En matière alimentaire, quand une tomate qui a été découverte, entre guillemets bien sûr, par les Européens à la fin du XVe siècle, il a fallu presque 400 ans pour être adopté en Italie, en Europe, etc. Aujourd'hui, prenons un exemple peut-être de ce fameux chocolat de Dubaï, qui est une sorte de recette qui est née comme ça, qui a émergé comme une sorte de champignon, je crois, il y a 1 an ou 2. Ouais, même pas. Il lui a fallu quelques mois pour se diffuser à l'ensemble de la planète. Donc, les phénomènes en tant que tels ne sont pas nouveaux, c'est plutôt la rapidité de ces phénomènes qui est nouvelle. Et j'imagine que dans le monde des parfums, des odeurs, etc., ces échanges, ces métissages, ces brassages, eux aussi sont accélérés à vitesse grand V. Il y a des produits assez emblématiques qui sont rattachés à des lieux géographiques. Je pense au savon de Marseille, le savon d'Alep, l'eau de Cologne, où justement les odeurs ont un suffixe rapporté à un lieu géographique. Mais là, on est toujours dans la dialectique le produit définit l'espace, mais l'espace définit aussi le produit. Oui. Quand on parle de savon d'Alep, concrètement, si on n'est pas spécialiste, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Mais savon d'Alep, c'est une référence
à la fois sanitaire, olfactive et culturelle, qui parle à tout le monde. Et dans le monde alimentaire, alors là, on pourrait là encore multiplier les exemples quasiment à l'infini de produits qui finalement prennent leur spécificité du lieu où ils ont été produits, où ils sont transformés, voire où ils sont commercialisés. Bon, moi, ma famille vient de Niort. Niort est très célèbre pour l'angélique de Niort. Bon, de moins en moins célèbre parmi les jeunes générations, je m'en suis rendu compte. Mais bon, Niort n'a jamais produit d'angélique. Mais quand même, il y a ce lien entre l'espace et le produit. Et le produit. Alors, il y a aussi un autre aspect. Tu le disais tout à l'heure que tu as passé du temps en Turquie. J'ai lu également que tu t'étais intéressé à une pollution dans une rivière du côté d'Izmir. J'ai lu surtout que ce qui t'avait marqué, c'était l'odeur. Oui, alors ça, c'est une grande chose quand on est à Izmir, c'est l'odeur du golfe. Donc, Izmir est situé autour d'un golfe, le golfe d'Izmir. Et donc, il y a, j'ai quasiment envie de dire tous les jours, le matin surtout, une odeur très marquée, une odeur à la fois de canalisation mais en même temps iodée puisqu'il y a le golfe qui est là. On n'est pas simplement sur de la canalisation ou sur une rivière, non, on est à proximité de la mer et une odeur qui importune énormément la population. Alors, beaucoup de recherches ont été faites sur les origines. Apparemment, ce sont certains canaux qui sont mal entretenus et donc dans lesquels des boues s'accumulent et qui libèrent une odeur vraiment putride, disons-le tout net. Mais en même temps, le géographe que je suis dit que ça participe à l'identité d'Izmir. D'accord. Et ça donne lieu à des plaisanteries très localisées. Et finalement, être d'Izmir, parler de cette odeur, c'est s'intégrer à un groupe social. À tel point qu'il y a quelques années, il y a même un film en Turquie qui est sorti, qui s'appelle Körfez, qui veut dire golfe, justement, où l'histoire est c'est une sorte de dystopie, mais qui est assez réelle, comme toute dystopie. C'est-à-dire qu'une odeur absolument insupportable gagne le golfe d'Izmir et donc la population fuit, ce qui est une sorte de parabole un petit peu de la société turque, mais pour te dire à quel point cette question de l'odeur est devenue une partie importante de l'identité collective de la population locale. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec André Siegfried. Et est-ce qu'on pourrait imaginer que l'étude des odeurs de certains phénomènes, qu'ils soient naturels ou industriels, permettent au mouvement écologiste, parce que je sais que ça a déjà été le cas, de combattre des pollutions, des atteintes à l'environnement Tout à fait, parce que je pense qu'on revient à cette question de l'expérience vécue, de l'espace vécu. C'est-à-dire que dire de manière abstraite, faisons attention à préserver l'écosystème de telle région, de tel delta, du golfe d'Izmir, par exemple, c'est quelque chose de très abstrait pour beaucoup de personnes. Si on dit, regardez l'odeur avec laquelle vous devez vivre en permanence, pas franchement agréable, c'est une des conséquences d'un non-respect des normes environnementales, du changement climatique aussi. Là, finalement, vous illustrez de manière très concrète un phénomène qui, à première vue, est très abstrait. Et dans l'alimentation, les fruits, les légumes qui sont cultivés à très grande échelle, à force de pesticides et d'engrais, dégagent beaucoup moins de saveur et donc d'odeur par conséquence. Est-ce que c'est des choses que tu rencontres, toi, dans ton exercice? Oui, évidemment. Alors là, c'est un petit peu l'information qui est utilisée en permanence sur les qualités nutritionnelles de certains fruits il y a 50 ans et aujourd'hui, où je crois que c'est les pommes ont perdu 10 fois leur valeur nutritionnelle. 10 fois. 10 voire plus, mais au moins 10 fois par rapport aux pommes qu'on mangeait il y a encore 50 ou 60 ans. Et c'est la même chose. Moi, je suis particulièrement marqué quand j'achète des tomates. Même quand on casse la tige de la tomate, ce qui pourtant devrait sentir particulièrement fort, une odeur très âcre, très marquée, mais je trouve que ça sent de moins en moins. Donc ça veut bien dire quand même avec des modifications génétiques, je parle pas d'OGM là, les OGM c'est quelque chose de très particulier, mais le fait simplement de créer de nouvelles variétés par croisement génétique, ça crée aussi, alors oui certes ça permet d'avoir une production plus importante, mais en même temps la qualité des denrées qui sont consommées est désormais, allez je vais pas dire déplorable, mais de moindre qualité, ça c'est sûr. Toi, en tant que géographe de l'alimentation, ton odorat, tu as l'impression de l'avoir amélioré? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu portes attention? Alors oui, je porte attention de plus en plus à ça parce que l'alimentation est finalement une étude des 5 sens. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire le goût. Mais manger, c'est pas uniquement discriminer
des saveurs particulières. C'est aussi la vue, ce qu'on est en train de manger. C'est aussi le toucher, la texture qu'on a dans la bouche ou même qu'on a entre les doigts. Quand on fait la cuisine, par exemple, moi je sais pas pour toi Charlotte, quand je cuis une viande, par exemple, pour voir si elle est cuite, je le fais avec le doigt. Donc il y a le toucher. Il y a aussi le son. Le son est très important à la fois quand on mastique, mais aussi quand on cuit, si on frit par exemple. La friture, on sait simplement au son quand on sait un petit peu manier la cuisson par friture, on sait quand tel ou tel produit et telle ou telle denrée est prête. Donc finalement, la dimension olfactive aussi est une part incontournable de l'expérience culinaire et gastronomique. Et il y a quelque chose sur lequel vraiment je voudrais insister aussi parce que ça me semble essentiel. Je dois te dire, c'est pas pour te faire plaisir, Charlotte, mais j'ai écouté plusieurs épisodes justement de ton podcast et ce qui m'a marqué, c'est le vocabulaire. C'est la précision du vocabulaire de tes intervenants ou de tes intervenantes sur la capacité à définir une odeur, ce que moi j'ai du mal à faire. Parce que la plupart des communs du mortel ont du mal parce qu'on n'est pas éduqué à l'odeur. Et en fait, je me dis, mais il y a un parallèle évident avec la gastronomie. C'est-à-dire la capacité à développer un langage, un lexique, des correspondances lexicales, grammaticales, des représentations, la capacité à mettre en mots une expérience sensible. Ça a été le fort de la gastronomie. Quand on lit un Brillat Savarin, quand on lit un Grimaud de la Reynière, même aujourd'hui, quand on écoute un François Simon, par exemple, il y a cette capacité. Leur force, elle vient de quoi? Pas d'un palais super développé ou parce qu'ils ont Non, c'est leur capacité à mettre en mots une sensation. Et ça, moi, vraiment, le parallèle était évident et j'étais baba d'admiration devant toutes les personnes que tu as interrogées, leur capacité à mettre en mots. Après, je ne suis incapable de savoir s'ils sont très, très bons, juste bons, exceptionnels dans leur métier. Mais par contre, cette capacité à exprimer des odeurs. Voilà. Et alors, c'est génial, tu m'offres une transition, mais alors magnifique, parce que moi, je trouvais que dans les odeurs, on empruntait des mots aux géographes. Parce que c'est vrai que pour décrire une odeur, et notamment les œnologues aussi, les nez, les parfumeurs, on emprunte beaucoup. Une odeur froide, enneigée, une odeur de sous-bois. Ça, c'est quelque chose de très typique dans la parfumerie pour décrire quelque chose d'un peu terreux, boisé, humide. Donc, on va utiliser le bitume, l'odeur du bitume, l'odeur d'une plage très ensoleillée d'un pays très au sud ou complètement différente, d'une odeur d'une plage de Bretagne, par exemple. Donc, on utilise aussi, on emprunte beaucoup à votre vocabulaire de géographe. Et je pense d'ailleurs que c'est là l'un des problèmes pour les géographes et pour leur mise à distance de l'objet olfactif. C'est-à-dire que ce que tu me dis là, c'est très subjectif. C'est-à-dire, c'est un rapport avec ton expérience intime, personnelle d'un espace. Alors que pendant très longtemps, on en sort un petit peu, depuis quelques années, mais pendant très longtemps, on a cherché à tout craint l'objectivité. Comment faire pour être le plus objectif possible. Donc, mettre en avant, c'est vraiment le moi est haïssable de Blaise Pascal. Là, je pense qu'avec une sorte de révolution dans la manière de faire des sciences sociales, notamment venue du monde anglo-saxon, où on assume le moi, on assume sa personnalité et son expérience, et on place même son expérience au cœur de la recherche, on va avoir, dans les années à venir, je pense, des recherches qui vont se développer autour des questions olfactives. Parce qu'on le disait tout à l'heure en préambule, l'olfaction est très liée à l'émotion et donc forcément à la subjectivité. C'est d'ailleurs un peu ce que j'avais retrouvé dans les écrits des géographes du début du XXe qui disaient « Ok, on va faire la géographie des odeurs, mais attention, terrain subjectif ». Voilà, c'est ça. Attention, terrain subjectif. Ouais. C'est ce que j'ai pu retenir, mais... Oui, mais j'ai envie de te dire, tout est dans le « attention ». C'est-à-dire que la subjectivité, c'est vraiment un leurre, c'est vraiment une chimère de penser qu'on va pouvoir détricoter l'organisation des sociétés humaines de manière objective. Et même si on le quantifie, comment quantifie-t-on une odeur ? Est-ce qu'on va mettre des capteurs dans la rue ou dans certains espaces ruraux en analysant le nombre de telle ou telle molécule dans l'air ? C'est un peu ce que font aujourd'hui les études pour savoir si tel air est pollué ou pas. Est-ce que c'est pas déjà en place, justement ? Alors, oui, mais avec toujours cette idée d'objectivité. C'est-à-dire qu'on va quantifier le nombre de particules, de telle ou telle particule dans l'air, sur la nocivité, mais tu le sais aussi bien que moi. L'odeur, ce n'est pas uniquement un ensemble de molécules, c'est bien plus que ça. C'est ce qu'on disait à l'instant, c'est aussi une expérience, c'est aussi un rapport intime et collectif à l'espace, à une culture. Donc, avoir comme idée qu'on va pouvoir totalement détricoter, déconstruire le sentiment olfactif pour le quantifier et pour le cartographier, moi je pense que ça va être un leurre à terme. Les deux odeurs fondamentales, selon Kipling, le célèbre auteur anglais du livre de la jungle, sont
Alors, je le dis parce que c'est totalement en accord avec ce que tu nous as raconté tout à l'heure. L'odeur du combustible pour faire cuire les aliments et l'odeur de la graisse qui fond. Ah bah c'est bon, hein, si tu me compares à Kipling, je pense que là, je peux mourir tranquille maintenant. Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci beaucoup Charlotte. Vous pouvez retrouver Pierre Raffard sur la chaîne Arte et lire son ouvrage Géopolitique de l'alimentation et de la gastronomie, de la fourche à la foodtech, édité au Cavalier Bleu. Je suis Charlotte Urbain et vous venez d'écouter À Fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Gautam Choukla a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Média. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des étoiles et des commentaires et bien sûr, partager le podcast.